Alors mec, j'ai découvert un site internet de dingue. Un site internet de dingue qui a été lancé en 2017 par deux jeunes ados qui ont quitté leurs études. D'ailleurs, ils s'appellent comment? Ils s'appellent Red Haley et Derek Lucas. Et ces deux gars, alors avant ça, est-ce que tu vois toutes ces vidéos drôles sur internet qu'on voit? Ces vidéos où on pense que c'est les ados perdus qui les postent sans raison, blabla. Enfin, on est tous tombés sur des vidéos un peu drôles où on voit soit des caméras cachées, soit des vidéos d'animaux qui gigotent ou qui nous font rire, etc., etc. À chaque fois, bon, peut-être on se dit, bon, bah, c'est gentil, mais on s'arrête jamais sur ces vidéos, en fait. On prend jamais Ouais, vraiment le temps de comprendre le modèle d'affaires de ces vidéos. Et on se dit généralement, bah, c'est surtout des ados qui les postent sans raison, blablabla. Bah, en fait, on a à moitié raison, c'est-à-dire qu'à la fois, c'est les ados qui les postent, mais ils les font dans le but de simplement faire un maximum de sous. Et c'est un business model que j'ignorais, mais totalement, et qui est en fait hyper lucratif. Et j'ai découvert justement grâce au site doingthings.com. Doingthings.com, on mettra le lien à l'écran. Et donc du coup, je reviens à cette histoire. C'est un business model qui a été créé par les deux ados que je viens de citer en 2017. Et en 2022, ils ont fini l'année avec plus de 10 millions de dollars de revenus. Et d'ailleurs, ils ont levé la même année 22 millions pour une valorisation supérieure à 100 millions. Alors là, tu te dis directement, ah putain, c'est sympa, mais est-ce que ça va être complexe, blabla. Et en fait, pas du tout. Leur business model, ça consiste tout simplement à poster sur un compte, deux comptes, trois comptes Instagram des vidéos drôles pour faire le maximum de vues. Donc c'est que des vidéos qui vont être mass market, des vidéos humoristiques. Et puis une fois que les comptes vont dépasser le 2 millions, 1 million, 2 millions, 3 millions d'abonnés, ils vont commencer à monétiser. Et avec cet argent, ils vont racheter d'autres comptes Instagram et des comptes Facebook. Généralement d'ailleurs, c'est surtout des plateformes, des comptes sous format vidéo. Donc c'est de l'Instagram, c'est du TikTok, c'est du YouTube, c'est du Facebook aussi, puisque Facebook met vachement en avant le format vidéo. Et donc voilà, c'est très simple. Ils créent des pages Instagram, TikTok, ils font des vidéos virales, ils font des mèmes. La plupart du temps, c'est des mèmes qui circulent, qui se partagent. D'ailleurs, c'est soit des vidéos qui ont été récupérées de l'extérieur, qui existaient déjà et vont le republier, soit c'est des vidéos fabriquées maison. Et de plus en plus d'ailleurs, ils commencent à fabriquer eux-mêmes leurs vidéos avec des équipes qui sont spécialisées sur ça. Et après, ils vont commencer à monétiser. Et ça fait un maximum de sous, c'est totalement fou. Bah, du coup, ils ont déjà fait 10 millions en 2022. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont comme modèle d'affaires, soit, donc là, le moyen de monétisation, soit ils font des deals avec des marques, donc des collabs, simplement, pour sponsoriser des marques. Ils ont fait des collabs avec Netflix. Attends, j'avais noté. Ils ont bossé avec Doll, avec les chaussures Crocs, avec Netflix, avec Hulu, avec ouais. T-Mobile, avec Netflix et compagnie. Donc ça, c'est une grosse partie de leur modèle d'affaires. Euh, une deuxième partie qui représente 30% de leurs revenus, ça va être l'e-commerce. Donc en fait, ils vont créer des pages thématiques à chaque fois. Donc il y a une page thématique sur le surf et derrière, ils vont vendre en e-commerce des t-shirts sur le surf, des goodies et compagnie. Donc ça, c'est quand même 30% de leur rémunération. Et puis derrière, forcément, va y avoir aussi toute la partie agence que la plupart des médias sont accoutumés à ça. C'est à partir du moment où ils ont de la visibilité, à partir du moment où ils ont des preuves de concept. Après, ils arrivent très facilement à aller voir des marques et à leur proposer des campagnes de communication seulement pour leur marque. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que les marques, non seulement les retours sur investissement sont généralement super puissants, mais en plus les publicités qu'ils arrivent à créer, en fait, ce sont des publicités qui sont invisibles. On n'arrive pas à les voir. Par exemple, ça va être un mème. On va avoir une personne porter deux canettes de bière, deux packs de bière, et en fait, en l'occurrence, ils avaient fait une publicité comme ça pour le Super Bowl. Juste après d'ailleurs, dans la continuité du Super Bowl, pour la marque Bud Light aux États-Unis. Et ils Ouais. avaient touché 20 millions de personnes et ils avaient encaissé 500 000 balles pour justement faire cette publicité-là. Et du coup, les marques, ce qu'elles se disent, c'est OK, c'est des publications qu'on peut difficilement faire sur nos propres pages, sur nos propres réseaux parce qu'on a besoin de garder un certain branding, blablabla. Et du coup, on va les payer pour créer nos propres ads, nos propres visuels et enfin, nous faire une stratégie de com, grosso modo, mais qui va être publiée sur leur page à eux. Donc, extrêmement intéressant. Donc, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est une boîte de médias, une entreprise de médias qui rachète au fur et à mesure des comptes Instagram, arrive à rendre chacune des vidéos virales, dépasse les millions d'abonnés, et ensuite fait de la promotion, fait de l'e-commerce et compagnie. Mais ce que je trouve particulièrement intéressant avec ce modèle, c'est que déjà, euh,
au niveau au niveau de la scalabilité, c'est infini. C'est-à-dire qu'on est à l'ère de l'attention sans cesse, et donc à partir du moment où ils ont un modèle d'affaires qui marche, eh bien, ils peuvent racheter 100 000 comptes. Là, aujourd'hui, ils ont plus de 35 marques sous leur aile, et ils cumulent en tout plus de 90 millions d'abonnés avec leurs différents comptes Instagram, avec leurs différents comptes Facebook et compagnie. Donc, ils ont une force de frappe qui est monumentale. Derrière, alors forcément, à chaque fois, c'est sous différentes thématiques. On va avoir du surf, on va avoir des comptes qui vont être plus nichés pour les hommes, des comptes plus nichés pour les femmes. Et là, ils commencent d'ailleurs à se diversifier dans des comptes plus nichés vers le B2B. Mais à partir du moment où tu as un modèle comme ça qui marche, tu peux envers le web, quoi. T'as aucune limite Ouais. avec ça. Et puis surtout, tu peux avoir une puissance de communication qui est folle. Moi, je le voyais à l'époque des shitcoins, à l'époque des NFT. Et généralement, on savait qu'un projet NFT allait exploser, donc il fallait investir dedans. Lorsque dans notre feed, on voyait trois, quatre personnes le même jour parler du même projet. Et là, en fait, ce qui est dingue, c'est que vu qu'ils ont accès, enfin, vu que tous les comptes cumulés, ils ont 90 millions d'abonnés, ils peuvent faire une énorme campagne de communication où en fait, on va voir pour le coup plusieurs fois d'affilée le même jour, et bien une même marque arriver. Donc, bref, ils ont une force de visibilité, une force de distribution qui est juste dingue. Et Ouais. imagine la même chose sur du B2B à fond. Ils vont pouvoir pusher des SaaS, ils vont pouvoir pusher je sais pas, ce que tu veux, quoi, des SaaS, des startups, des communautés, ce que tu veux. Et donc, pour finir sur ça, je trouve leur modèle faire extrêmement simple. Alors forcément, il faut être très bon pour trouver ce qui va rendre virer la chose, mais sur le papier, le business model, c'est je crée des vidéos drôles euh, que je mets à l'échelle. Et ça donne une boîte qui est valorisée plus de 100 millions aujourd'hui après 5 ans d'activité. Écoute, mec, modèle hyper intéressant. Moi, ça me rappelle dans sa forme, on va dire, initiale, dans la première forme du truc, ça me rappelle au tout des, fin, on va dire à la fin des années 2000, début 2010, tu vois, les comptes qui prenaient des musiques libres de droit. Tu sais, genre musique de méditation, musique calme chez toi, musique jazz 103, enfin, tu vois, des trucs qui s'appellent comme ça, là. Et en gros, ils mettaient juste des visuels, les mecs, et ils remettaient la musique et ils mettaient genre 2 heures, tu sais, ou 3 heures, 4 heures de musique ininterrompue. Et ils monétisaient le truc avec juste une pub au début et à la fin, parce que si tu coupes toutes les 5 minutes, ça marche pas, tu vois. Et des pubs, tu vois, en bas, en bannière. De toute façon, tu t'en fous, c'est des musiques que tu laisses tourner pour quand tu travailles, genre work, sport, enfin tout ce genre de trucs. Et les mecs, alors les chiffres étaient pas du tout les chiffres que tu évoques là, mais il y avait des mecs qui arrivaient à se faire 10-20 000 par mois relativement fastoche parce qu'ils avaient une playlist de, je sais pas, 50 musiques, genre travail, cuisine, marche, sport, endormissement, enfin tu vois, tout ce genre de trucs. Et avec des trucs libres de droit, mais ils les monétisaient. Et bah, t'as le droit de le faire, tout ça est parfaitement légal. Et les mecs avaient réussi à créer des business comme ça. Et ce que tu me dis là, ça me semble être l'étape d'après. C'est-à-dire qu'ils ont pris tous ces mecs-là qui arrondissaient les fins de mois, ou voire qui commençaient à avoir des vrais business avec ça. Et en gros, ils en ont fait un truc machine de guerre où tu es capable de scaler le truc à l'infini. Tu avais une boîte aussi à Chypre qui avait fait un truc un peu dans ce style-là, qui récupérait. Enfin, elle gagnait de l'argent grâce à la monétisation YouTube, mais je me souviens plus du nom, on retrouvera, je pense, mais elle gagnait de l'argent parce qu'elle faisait des dizaines de millions de vues avec tout ce qui était tips and tuto, tu vois, genre faceless. En gros, tu montrais pas ta gueule et tu faisais un tuto genre comment nettoyer mon évier, comment Ok, ouais. récurer le sol, mais par coup de genre 20 vidéos par jour, tu vois, ou 30 vidéos par jour, tournées dans des studios. Donc les mecs, c'était hyper drôle de voir ça. Leur bureau, c'était genre, imagine-toi une pièce, enfin, tu vois, avec c'est vide partout, et juste ils ont mis en gros, des faux murs qui montent pas jusqu'en haut de la pièce, tu vois, avec des pièces du coup, des sous-pièces de 2 mètres carrés, et des mecs qui tournent des tutos. Un fond de chaque couleur, un fond vert, un fond rouge, un fond bleu, un fond jaune, un fond machin, un évier, un four, un je sais pas quoi, nanana, mais tout ça sur des Ça, c'est centaines de fou. mètres, et juste que des mecs qui tournent, tu vois juste leurs mains, et il y a des mecs qui tournent toute la journée. Toute la journée, toute la journée, toute la journée. Des tutos pour tout et rien. Et après, ils les refaisaient dans différentes langues. Parce qu'à l'époque, tu sais, tu pouvais pas traduire YouTube en automatique. Du coup, ils avaient bah, le tuto, ils le tournaient genre sans le son. Et ensuite, tu avais un doubleur qui le doublait en espagnol, en anglais, en lituanien, en tchèque, en ce que tu veux. Et boum, 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 ils balançaient ça toute la journée. Et du coup, ils avaient Ah, c'est dingue. des millions d'heures de watch time, tu vois, par jour. Enfin, bah, oui, par jour, je pense. En fait, moi, ce qui me fascine avec ce business model, c'est que Dieu sait à quel point c'est compliqué l'entrepreneuriat. Dieu sait à quel point c'est compliqué de créer surtout un bon produit. Et en fait, s'il y a un truc qui est
qui est pas simple, mais qui est certain, c'est euh, tout le monde peut arriver à créer une audience. Il suffit de créer du bon contenu. Alors forcément, il y a des stratégies et compagnie, tu vois, mais en gros, il suffit de créer du contenu en permanence. Et Ouais. si tu suis les bonnes méthodes, juste si tu suis le template, eh bien, n'importe qui peut arriver à créer un compte Instagram à 10 000, 100 000, 1 million d'abonnés à partir du moment où il travaille dessus pendant plusieurs années d'affilée. C'est l'unique focus, c'est possible. Et donc, on va venir réduire les chances d'échec à presque 0% à partir du moment où on se focus uniquement sur la chose qui a 100% de chances de réussite, c'est-à-dire développer une audience. Et en l'occurrence, c'est ce que eux, ils ont fait. Et donc, ce que je trouve fou, c'est qu'il y en a plein, et moi le premier d'ailleurs, bah, on perd certaines fois des années sur un seul produit où on dit putain, il faut absolument que ça marche, si ça marche pas, on est mort, on a perdu tout. Et ben eux, en fait, ils ont énormément réduit le risque en disant ok, on va uniquement se positionner sur la distribution. Et donc, tous les produits qu'on va distribuer, s'ils marchent pas, c'est pas grave, on s'en fout parce que notre business model, notre vrai produit, eh bien, c'est la création d'audience. Et donc, Mec, c'est le truc où on a 100% de chances de réussite, tu vois. les mecs, ce qu'ils ont répliqué, c'est l'hypermarché en ligne. Ils s'en foutent du produit. Ce que toi et moi on fait, on essaie de porter une marque, de porter un produit. Nous, on est entre guillemets, ce qu'on essaye de faire, sans se jeter de fleurs, c'est on essaye de faire de la haute couture. On essaye de dire, ok, le contenu qu'on apporte a vraiment du sens. Demain, on va pouvoir faire payer des choses chères. On développe nos marques, on développe nos boîtes. On a des vrais projets qui, on l'espère, en tout cas pour moi, ont un vrai impact. Tu vois, moi sur le logement par exemple, entre guillemets, c'est de la haute couture. Eux, ce qu'ils font, c'est de l'hypermarché et du méga low cost de contenu. Mais par contre, ils tabassent à une échelle qui est impossible pour aucun être humain. Enfin, je veux dire, même si on s'y mettait à temps plein, tu vois, à ne faire que du contenu du matin au soir, on n'arriverait pas au dixième de ce que peuvent faire des équipes de 200 personnes où tu rachètes des comptes à travers le monde et où, en fait, bah, t'as ce modèle hypermarché qui se remet en place. L'hypermarché à côté de chez toi, il s'en fout si les tomates A, il les vend pas, bah, il vendra des tomates B ou des tomates C, tu vois. Et si c'est les tomates se vendent plus, et ben il vendra des peignes, ou il vendra des tables, ou il vendra je ne sais quoi, tu vois. Il s'en fout, c'est pas son sujet. Il est pas attaché à ça. Ce à quoi il est attaché, et t'as raison, c'est la distrib. C'est je suis tellement gros que je fais venir plein de gens, et ils finiront par trouver ce dont ils ont besoin dans l'hypermarché. Bah là, c'est pareil. C'est je chope un maximum d'attention, peu importe qu'elle soit de bonne ou de mauvaise qualité. Si j'en chope un volume assez gros, je finirai par retomber sur un truc qui intéresse les mecs. C'est À 1000%, sûr. mec. En fait, moi, ça me fait penser au compte Instagram NFT. Donc, c'était le premier compte Instagram qui s'appelait NFT. Ouais, Qui, eux, ils avaient créé aucune collection NFT. Par contre, ils étaient montés au 1 million d'abonnés sur Instagram. Et ils facturaient 100 000 euros le post et la story à l'époque du bull market. ouais. Et par semaine, ils encaissaient 1,5 million d'euros à peu près par semaine. En plus, c'était que des partenariats. Au niveau de la marge, c'était une marge hyper intéressante. Évidemment. Et ils enchaînaient comme ça. C'est-à-dire que le business, ce n'est pas prendre des risques, c'est uniquement distribuer la chose. Et je crois qu'ils avaient du coup à répliquer ce même modèle sous d'autres comptes, des comptes crypto ou alors d'autres comptes NFT. Et ils avaient réussi comme ça à créer un petit écosystème. Et en fait, à l'époque, à l'heure où tout le monde galère à trouver le business model à la mode, tout le monde galère à trouver l'idée qu'il faut, et donc finalement tout le monde part sur les mêmes types de business, je vais vous dire, les gars, ne vous prenez pas la tête, euh, faites de la distribution. Soyez la marque qui va justement distribuer les autres marques. Puisqu'à partir du moment où vous avez l'attention des gens, eh bien, vous êtes un peu le péage par lequel toutes les autres marques vont passer pour pouvoir promouvoir leurs produits. Et une idée que moi j'avais eue il y a quelques mois de ça, tu me dis d'ailleurs ce que tu en penses, ça nous permettrait peut-être de brainstormer sur The NBS, c'est de dire, ok, imagine cette même stratégie, mais dans le B2B, à fond. Ouais. Donc, essayer de, en gros, créer des médias, que ce soit des médias d'actualité, des vidéos, le podcast comme on fait, ou alors des trucs un peu plus rigolos, mais où on cible vraiment une catégorie de population. Ouais. Et donc, on essaye d'être le numéro un en France, par exemple, ou le numéro un en francophonie sur cet écosystème-là. Et imagine derrière, en fait, pouvoir dire, OK, on a la distribution, et maintenant, toutes les marques, tous les SaaS qui vont vouloir venir chez nous, enfin, qui vont vouloir utiliser notre distribution, et bien, en fait, on prend une petite partie de leur capital. Alors là, je te parle pas de gros SaaS qui sont déjà positionnés, mais en fait, on devient une sorte d'accélérateur, non pas pour lever des fonds, non pas pour conseiller marketing ou sais-je, quoique, mais surtout, on devient un accélérateur à distribution. Parce que Ouais. du jour au lendemain, on va leur dire, écoutez les gars, nous, on a accès à 1 million de personnes qui peuvent utiliser votre tool, on vous prend 10% et on s'occupe de toute la distribution.
Et là, c'est hyper fort, tu vois. Parce que si ça Ouais, foire, carrément. on s'en fout. On aura perdu zéro temps dans la création. Nous, on continue à faire la distribution. Donc, quoi qu'il arrive, tous les jours, on continue à développer notre marque. Et si ça marche, on a un portefeuille de startups qu'on va pouvoir chiller à la communauté, à l'ensemble finalement de l'écosystème qu'on a créé. Et cela de manière hyper régulière. Non, mais clairement, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est un truc qui fait énormément de sens. Parce que de toute façon, la distribution, c'est un des énormes problèmes que tu rencontres forcément quand tu montes ta boîte. Enfin, je veux dire, tu montes un SaaS, tu montes un produit, tu montes une app, peu importe la méthode. La distribution, ça va être l'énorme problème. Mais c'est pour ça que les réseaux sociaux en pub marchent si bien. Les réseaux sociaux, c'est ni plus ni moins que un échelon au-dessus. Eux, ils ont compris que leur force, le Facebook Ads, sa force, c'est d'être capable de distribuer au monde entier instantanément. Alors évidemment, pour toucher le monde entier, tu payes vachement cher, mais théoriquement, Facebook, la force qu'ils ont, ce qui en fait une boîte potentiellement indétrônable, à moins que les gens se détournent des réseaux sociaux ou des réseaux de la marque Facebook pour une raison X ou Y, mais ce qui fait leur force et ce qui fait la force de Google, c'est qu'à eux deux, je pense qu'ils peuvent toucher tout le monde connecté, j'entends. Enfin, c'est à part, tu vois, à part certaines peut-être des endroits sur la planète où on n'est pas du tout connecté à Internet machin, mais aujourd'hui ils sont capables de toucher quasiment tout le monde. Bon, mis à part encore une fois les pays où ils n'ont pas le droit d'avoir Facebook et Google, mais on met tout ça de côté. Le reste du monde, ils sont capables de les toucher tous. Et donc forcément, c'est le péage obligatoire. Pas de débat. Et même ces marques-là, là où c'est encore plus fort, c'est que ces marques-là, dont on parle là, dans ce podcast, qui ont ce modèle-là, sont obligés de passer par ces réseaux sociaux pour lancer leur modèle à eux. Donc eux-mêmes, ils sont obligés de payer une première fois le péage, ou à minima utiliser le péage et faire venir du monde. Donc quelque part, enfin, Facebook s'y retrouve aussi, tu vois. Et en gros, la question, c'est jusqu'où, à quel point tu peux être proche de la source. Plus tu es proche de la source, plus ton business il est valuable. Parce qu'on parle de l'attention et tout. Mais nous, tu vois, quand on fait ce podcast, entre guillemets, on est loin de la source. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que on est obligé d'être diffusé sur un ensemble de plateformes et ainsi de suite. Et plus tu es proche de la source de l'attention, enfin, plus tu vois, la personne elle passe par toi, et Google étant à mon avis le truc le plus proche. Quand tu te lances sur Internet, le premier truc que tu fais, c'est tu ouvres Google et tu tapes ce qui te passe par la tête. Google, tu vois, est la première barrière. Ouais, après, justement, nous, on est quand même au bon niveau de la source. Au sens où, certes, il y a YouTube qui est au-dessus de nous, Ouais. mais sinon, toutes les marques qui veulent, par exemple, toucher les personnes à qui on parle, eh bien, ils vont devoir passer par nous. Ouais, nous, si tu veux, on est troisième échelon, je considère. C'est-à-dire que tu as nous, enfin tous les Ouais. producteurs de contenu. Au-dessus de ça, tu as YouTube et au-dessus de ça, tu as Google que tu es obligé d'utiliser pour aller sur YouTube, enfin pour la plupart des gens. Alors tu peux avoir l'app, mais dans ce cas-là, tu passes par Apple, tu vois, enfin voilà. Mais ouais, je suis d'accord avec toi, hein. Enfin, je me plains pas sur notre échelle, mais si on était l'échelle au-dessus, Ah ce oui, mais serait, ça. ce serait pas mal. Tu vois. Et Mais je suis d'accord avec toi, oui, oui. C'est vrai que YouTube, l'avantage, tu vois, quand il y avait la télé avant, t'étais obligé de passer par les mecs qui font le câble, puis la chaîne de télé, puis la régie presse, puis, enfin, tu vois, avant d'arriver à pouvoir balancer ta pub, t'avais 4 5 échelons. C'est vrai que là, personne nous emmerde, quoi. On se filme, on publie, tout le monde là, enfin, ça, c'est un peu la magie pour le coup des réseaux, mais. Enfin, bon, bref, anyway. Mais on dévie un peu du sujet, mais le sujet, c'est quoi? Plus tu chopes d'attention, plus tu es un hypermarché ou un truc de haute couture, peu importe, bah plus tu as de chances de développer sur telle ou telle stratégie, mais d'avoir des résultats qui sont intéressants. t'as un de leurs concurrents, enfin, un de leurs concurrents, ils avaient un seul compte Instagram, ça s'appelle Dakan, Daquan. Là, aujourd'hui, ils ont 16,7 millions d'abonnés. Je pense qu'à l'époque, ils devaient avoir à peu près 10 millions d'abonnés. Peut-être un peu plus. Ils ont été rachetés en 2022 par Warner Music. Et ils l'ont racheté 85 millions de dollars en 2022. Wow. C'est pas mal, hein? Alors faut faire attention aux chiffres de 21-22 quand même. Faut faire attention aux chiffres de 21-22 parce que tout le monde avait quand même sérieusement pété un câble, hein. Je sais pas aujourd'hui, tu sais, c'est comme Morning Brew et tout. Enfin, moi j'adore tous ces modèles, je les trouve incroyables, mais je serais curieux d'avoir les valorisations à date de combien, tu vois, 2000, fin 2023, début 2024, combien les gens sont prêts à payer. Même si c'est des business incroyables, hein. Mais j'aimerais bien voir l'actualisation, tu vois.
Ouais, je suis assez d'accord. Mais Mais, enfin, mais, mais bien moi, joué. Mais très bien joué. Si tu veux vendre un média. Enfin, en gros, ils ont vendu un compte Instagram 85 millions, quoi. Enfin, c'est ouais, ça au pouvoir. je crois que c'est pas que le compte Instagram. Hein. Ils ont vendu le IMGN Media. Donc à mon avis, donc c'était IMGN Media possédait le compte Instagram d'Acan. À mon avis, ils possédaient d'autres types de comptes Instagram. Mais en gros, c'était un écosystème de médias qui faisait des vidéos virales, des vidéos drôles sur Internet. Exactement le même modèle que Doing Things. Ouais. Et dis-toi, mec, enfin, je pense que là, aujourd'hui, en ce moment, depuis 3 ans, on va dire, il y a un truc qui se passe dans les médias, tu vois. Il y a un vrai. Les médias sont de plus en plus. Les médias classiques sont de plus en plus remis en question. On regarde de moins en moins la télé. Je te laisse imaginer que beaucoup de moins de gens lisent le journal. T'as beaucoup de journaux papier qui commencent à avoir des problèmes, tu vois. J'entends des problèmes financiers. La société a des problèmes financiers. Euh, et ces nouveaux médias, sortis de nulle part, deviennent hyper attractifs parce que le paysage médiatique, il est en croissance. Les acteurs traditionnels sont plus ou moins en décroissance. Donc si tu veux, ça veut dire qu'il y a un gap d'opportunité qui est en train de se creuser et qui est en train de devenir immense. Et les médias entre les deux, tu vois, les Vice Media, les BuzzFeed, les machins, pour une raison que je comprends pas, parce que probablement ils sont basés sur des modèles pas méga sains, sont en train de crever. Il y a plein de boîtes, tu regarderas BuzzFeed, l'action elle vaut je crois 10 centimes quand enfin 10 centimes l'action enfin la valorisation globale c'est genre 20 millions quand c'était un truc genre 5 milliards il y a encore 3 ans ou 4 ans. Vice Media, c'est pareil, ils sont en liquidation ou en redressement, mais c'est extrêmement compliqué. Et t'as beaucoup de médias comme ça, tu vois, qui sont nés, on va dire, deuxième partie des années 2000, 2010, tu vois, qui étaient un peu les médias cool à ce moment-là, qui sont en train de s'effondrer complet. Et je pense qu'il y a une niche énorme dans les médias, dans les podcasts, dans, on va dire, des influenceurs haut de gamme, alors je sais pas comment on peut appeler ça, ou influenceurs professionnalisés. Et tout ça est en train de se mettre en place et de donner une nouvelle niche média beaucoup, beaucoup plus résiliente, beaucoup plus agile et beaucoup plus proche des intérêts des gens. Tu vois. Ouais, à 1000%. Je sais pas si tu connais la newsletter The Newsette, ça s'appelle. C'est une newsletter américaine. Et en gros, Non. c'est une newsletter de femmes. Quand tu vas sur le, ça me fait un peu marrer parce que quand tu vas sur la landing page, ils disent la Ouais. newsletter pour les femmes qui veulent s'élever. Et en gros, leur promesse, c'est des tips pour cosmétiques et des tips business et compagnie. Bref, ce qui m'a fait marrer, c'est le côté cosmétique qu'ils ont glissé, mais bah, c'est pareil, c'est vraiment ce qu'elle recherche. Et ces newsletters je crois qu'ils sont 20 ou 50. Le chiffre de salariés est extrêmement faible. Ouais. Et ils ont dépassé les 50 millions de dollars générés avec un système très simple. Et d'ailleurs, la femme qui a lancé ça était solo, était totalement solo. Et, euh, j'ai peut-être dit de la merde. Je crois que c'est 20 millions, 20 millions ou 50 millions. Bon, il y a quand même un gros écart, mais je veux dire, le revenu Ouais. sur un nombre d'employés, il était juste dingue. D'ailleurs, c'est le créateur de The Hustle qui en parlait et qui dit, mais moi, je suis jaloux de son modèle, je sais pas comment elle fait, c'est dingue. Nous, on était bien plus pour un chiffre d'affaires plus bas. Et elle, en fait, ok, elle a créé ça. Elle a à peu près 800 000 abonnés sur sa newsletter, des femmes, mais des femmes qui sont ciblées sur une niche. Et puis derrière, elle arrive non seulement à vendre de la sponsor, mais surtout à vendre énormément de prestats de services grâce aux différentes agences qu'elle possède. Et en fait, la force aujourd'hui des nouveaux médias qui se créent, c'est que j'ai l'impression ils sont OK avec le fait de ne rentrer dans aucun code des gros médias. Les gros médias, c'était du mass market, ils se posaient pas trop la question finalement de leur cible ou que sais-je. Et eux, ils arrivent, ils disent OK, nous on va viser que les femmes et on va viser que les femmes dans cette catégorie-là. Et on va faire de la newsletter et au lieu de faire de l'actualité où on va parler de tout et de rien, on va faire une newsletter qu'on va envoyer tous les jours. Et ils font ça pendant un nombre de temps régulier. Au final, ça explose, énormément de travail, énormément de régularité, énormément de constance forcément, mais ça finit par exploser. Puis derrière, ils ont des business models qui sont hyper sains. Et c'est vrai que pour BuzzFeed, pour le coup, je connais pas trop les raisons de son échec. Alors, je suis pas expert sur la question. Ça fait un moment que je m'y suis pas intéressé. Mais à post-crise du Covid, ils ont commencé à licencier fort. La boîte semblait pas être super bien gérée. Une audience en berne. Et tu vois, et petit à petit, le truc est tombé aux oubliettes. Et après, bah, la bourse, elle te sanctionne direct, quoi. C'est-à-dire que tu vaux 5 milliards, mais on se rend compte que tes revenus ils décroît chaque année. Bah, tu as l'effet inverse. C'est-à-dire qu'en effet, quand tu commences à avoir des revenus qui sont en croissance, on te survalorise. En tout cas,
2020, 2021, 2022, c'est comme ça que ça se passait. On te survalorise, t'as une valo qui explose et tout ça. Et le problème, c'est qu'en ce moment, t'as un marché qui se contracte, t'as des trucs beaucoup plus durs, t'as des résultats en décroissance, on te punit immédiatement et tu descends à la cave, quoi. Et c'est un peu comme ça que ça s'est passé, on va dire, techniquement parlant. Maintenant, il faudrait que j'aille creuser exactement les raisons de qu'est-ce qui a fait que il y a eu une perte d'intérêt sur un truc qui était quand même, entre guillemets, plus ou moins connu de tout le monde, quoi. Alors mec, j'ai une question, toi qui connais bien les VC. Est-ce que finalement, à une époque où on a de moins en moins besoin de gros financements pour la majorité des projets, que ce soit d'un point de vue technique parce que la ChatGPT ou même d'un point de vue marketing parce qu'avec les réseaux sociaux on peut se déployer et compagnie, est-ce que finalement une évolution, les futurs VC dans 10 ans, ça va être plus des personnes qui vont leur apporter de la distribution immédiate? C'est-à-dire que est-ce qu'on n'aurait pas une démocratisation des VC par des personnes qui n'ont pas peut-être pas le capital, mais qui ont justement cette distribution? Ah Et, bah, euh, tu prêches un et fond. en mode, tu sais, c'est un peu comme si, enfin, c'est un peu comme si on pouvait avoir, enfin, aujourd'hui, imagine un Alexandre Mozi qui push un SaaS sur ses différents réseaux. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait avec School. Et à mon avis, ça a explosé. Bon, bah, immédiatement, le type, il arrive il arrive à créer une visibilité de malade, quoi, de dingue. Et imagine, voilà, cette idée de, on a accès à énormément à une cible très particulière. Voilà, et après, il y a tous les SaaS qui viennent nous voir, tous les start-upers qui viennent de développer, ils ont le produit, mais ils n'ont pas encore la distribution. Et au lieu de leur dire, on va vous filer de la thune, non, ok, bah, on revient un peu à l'idée de base, mais l'idée, c'est de dire, est-ce que finalement, demain, n'importe qui aura une audience pourra devenir une sorte de VC qui poussera finalement des différents projets. Et le rôle finalement des créateurs de contenu, ça va être uniquement de créer du contenu, et puis derrière, de prendre des parts, ou alors de prendre des énormes fixes sur les projets. Bah, c'est sûr qu'aujourd'hui, l'attention, tu vois, attention étant égale nouveau pétrole, quoi. Si t'as l'attention, t'as pas forcément besoin de blé. Je veux dire, qu'est-ce qui coûte? En fait, il faut essayer de se rappeler dans les dernières années. Je te parle pas de trucs d'il y a 20 ans où t'avais du hardware et tout ça, parce que là, c'est un autre game et c'est un game qui existe toujours. Et si t'as besoin, tu vois, il y a Vercor là qui a levé 800 millions sur une valo à 2 milliards, qui est une grosse boîte de batterie. Bon, bah là, faut construire une usine. Toute la distribution du monde ne changera pas le fait que tu aies besoin de poser des murs et foutre des cuves de je sais pas quoi, tu vois. Par contre, donc là, tu as besoin de blé. Tu as besoin de blé, le VC, il sert à ça. Et encore, le VC, il est moyennement adapté, puisque là, tu commences à avoir de l'infrastructure, donc tu es plus sur des fonds de private equity. Enfin, c'est compliqué, mais passons. Là, tu as besoin d'argent et tu as besoin de modèles VC, on va dire. De l'autre côté, pour tout ce qui est SaaS, tout ce qui est web, tout ce qui est app, tout ce qui est tout ça, on va dire, tout ce qui est facile à mettre en place. En effet, ça fait plusieurs fois qu'on en parle dans le podcast, mais tu as une barrière à l'entrée qui diminue, ChatGPT, le marketing, nanana, tout ce que tu veux. Le sujet, ça devient la distribution. Il faut savoir que historiquement, entre 50% et 70% du fric levé chez un VC est claqué en marketing. Et il est majoritairement claqué dans ce marketing-là chez Google, chez Facebook et chez AWS, Amazon Web Services. En gros, pour que ton site ou ton produit il puisse run, si tu veux. C'est pas du marketing, mais on s'en fout, c'est du backup, on va dire. Aujourd'hui, que ce soit Microsoft, Amazon Web Services, sur les 2 premières années, ils t'offrent ton cloud. Grosso merdo, tu fais une demande, dans 80% des cas, elle est acceptée, tu as 2 ans de cloud gratos. Tu vois. Ça, c'est le premier point. Second point, si tu as un mec qui te dit, au lieu de te donner du fric, je te donne directement la visibilité, mais il faut le faire tout de suite. Parce que même avec tout le fric du monde, t'es pas sûr de la trouver cette visibilité. C'est pas parce que tu payes des Facebook Ads que ça va bien se passer. Faut que tu deviennes bon, faut que tu comprennes ton audience, faut que tu aies le temps d'envoyer ces ads. Il faut que pendant ce temps-là, t'aies pas cash burn trop à côté pour différentes raisons. En fait, oui. Enfin, la réponse du coup à ton truc, c'est oui. C'est si demain tu dis à un mec, écoute, t'as un produit dans l'IMO, j'ai une communauté IMO de 300 000 personnes, dont 100 000 qui achètent à chaque fois que je leur propose un truc, je te prends 10%, versus un mec qui va venir te dire je vais te mettre 100 000 balles et en échange de ces 100 000 balles, je vais te prendre 10% et par contre, je vais siéger à ton board, je vais commencer à t'imposer des trucs sur le produit et tout ça parce que j'ai trouvé que tu pilotes pas bien ta boîte parce qu'en fait, moi je suis investisseur depuis 20 ans et je sais ce qui marche, ce qui marche pas. Tu commences à claquer de l'argent sur Facebook, au bout de 20 000 euros, t'as pas de retour, tout le monde se met à paniquer. On sent le vécu là.
Bah, mais non, mais ouais, évidemment. Mec, tu sens le vécu parce que tu passes par des phases qui sont très complexes où tu as à gérer deux choses, un business, et ça c'est normal, c'est ton job en tant que CEO, en tant que founder, c'est de gérer ton business, et gérer une relation qui peut devenir difficile ou conflictuelle avec des investisseurs. Et entre ces deux trucs-là, si tu veux, c'est ta réussite qui fait le gap. Personne, aucun mec n'a jamais eu de problème avec des investisseurs le jour où il annonce qu'il fait 100 millions de chiffre d'affaires avec 20 millions de résultats, hein. Ce mec-là n'a pas de problème. Il peut avoir des problèmes au moment de découper si jamais il y avait des clauses qui n'étaient pas claires, des machins, mais t'as peu de problèmes. T'as des problèmes quand ça commence à se tendre. Sauf que au début, quand tu testes du marketing, la réalité, c'est que moi honnêtement, je ne connais aucun start qui a lancé ses pubs et qui a eu des résultats sustainable sur 3 ans. Il y a des mecs qui ont lancé des pubs et ils ont cartonné direct, mais après, t'as toujours un moment où ça devient compliqué. Ou alors tu galères au début, ça se lance et ça part, mais il y a toujours un moment compliqué. Je connais aucun start qui te dira j'ai eu zéro moment compliqué, ça s'est bien passé, c'est bon, je suis une licorne. Honnêtement, c'est quasiment impossible. Donc à ce moment-là, tu préfères avoir juste un mec qui a fait des pubs pour toi et qui veut bien continuer à en faire si ça se passe, parce qu'en fait, lui, son coût marginal, il est zéro, qu'un mec qui a donné 100 000 et à qui tu dis il va falloir redonner 100 000 pour voir ce qui se passe. Crois-moi que tu préfères être dans la catégorie numéro 1. Maintenant, je pense que la réalité du modèle, ça va être un mélange entre les deux. Je pense que la réalité du modèle, c'est des mecs comme Hormozy, en effet, qui vont avoir un vrai poids parce qu'ils vont dire je t'apporte la visibilité et en plus je suis capable de te mettre 500 000 de cash pour régler les petits problèmes à côté. Tu vois. Et avoir cet effet valorisation du genre oui, on a levé sur une valo à 20, 30 millions, machin. Ça c'est un modèle qui, je pense, est hyper intéressant. Mais en fait, je comprends pas aujourd'hui pourquoi il y a aussi peu d'entrepreneurs qui le font, aussi peu de créateurs de contenu qui le font plutôt. Il y a J.K. Molina, je crois qu'il est américain, si je dis pas Ouais. de bêtises, qui avait fait ça. Donc à l'époque, je crois qu'il avait 50 000 abonnés sur Twitter, hein, qui avait fait ça avec TweetHunter. Et Ouais. les gars de TweetHunter sont des gars qui sont français, ils s'étaient allés le voir pour un placement de produit. Et J.K. Molina a dit, bah écoutez, votre produit il est incroyable, moi j'accepte, mais par contre je prends des parts. Et je crois qu'il avait pris des bonnes parts, des très bonnes parts, mais en échange il s'occupait de tout le marketing, donc c'est pas juste de la distribution. Il allait utiliser son compte Instagram, son Twitter pardon, pour de la distribution, mais il allait surtout bah, faire le plan de lancement, s'occuper de tout le marketing, même après la distribution, que sais-je. Et après, Twitter a été revendu. Je crois que c'est après 2 ans d'existence, ça a été revendu, et ça a été revendu pour plusieurs millions. Et donc le type a gagné pas mal d'argent comme ça. Donc ma question, peut-être que tu as la réponse, c'est pourquoi aujourd'hui il y a aussi peu de créateurs de contenu, semble-t-il, qui font ça. Parce que, à mon avis, il y a deux problèmes à ce truc-là, dans le spectre. D'un côté, tu as des fondateurs qui sont ultra attachés à leur equity et à qui on rabâche depuis des dizaines d'années. Ton equity, tu la gardes pour les VC. Et si tu as tel VC qui rentre, c'est incroyable. Et donc, tu donnes surtout pas de part à un mec qui va te faire de la pub. Donc déjà, tu as des fondateurs qui bloquent parce qu'ils voient pas le vrai upside. Ils sont bloqués dans l'upside et ils sont bloqués sur le modèle VC. Ouais, je veux aller voir tel fonds et je veux lever avec lui. Et voilà. Et donc, ils sont hyper attachés à l'equity. Moi, j'ai jamais été trop comme ça, mais en siégeant à des boards, j'ai vu des trucs de mecs à qui on disait ok, on va donner 2-3% d'equity à un mec qui va soit nous faire de la pub, soit même juste venir travailler et tout. Et des founders qui disent non, hors de question, j'abandonne pas 3% d'equity, c'est mort, 3%. Si demain on vaut 1 milliard, ça vaut 30 millions, donc c'est dead. Ouais, mais pour valoir 1 milliard, il y a tout un paquet de trucs qu'il faut faire. C'est pas aussi simple que je suis en train d'abandonner ça. Enfin, tu vois, le calcul, il peut pas marcher comme ça. Ça, c'est le premier point. Et de l'autre côté, tu as aussi beaucoup de créateurs qui connaissent pas trop le monde des startups. Tu sais, derrière le fait de voir Airbnb, Uber et machin sur trois reportages YouTube ou vidéos YouTube ou machin, la réalité, c'est que c'est un monde qui est quand même un peu opaque, qui appartient à des règles. Il y a une espèce de mythologie, des règles, toute une histoire, tout un vécu qui fait que si t'es pas dedans, tu vois. Enfin, c'est pour le maîtriser, il faut quand même un peu de temps. Et je pense que beaucoup de créateurs sont extérieurs à ce monde-là. Et c'est deux mondes qui, à la base, c'est comme on faisait le parallèle infopreneur, entrepreneur la dernière fois. C'est des mondes qui au départ communiquaient pas trop. Parce que c'était pas, tu vois, il y en a un qui était pas très fun et en gros pour un créateur de contenu c'était pas hyper fun de monter une startup, c'était des mecs un peu chiants, tu vois, qui sortent de grandes écoles machin. Et de l'autre côté c'était des influenceurs genre les Marseillais, on va pas aller les voir parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on veut faire. Et donc si tu veux c'était deux mondes qui se parlaient pas trop. Et je pense que comme
dans toute révolution, les mondes commencent à se parler. Les mondes commencent à se parler, à se dire attends, mais on est trop con, si on mélange ça et ça, en fait, ça fait des chocs à pic, quoi. Ouais, et j'ajouterais un troisième blocage peut-être, c'est le Ouais. fait que les créateurs, ils prennent aucun risque sur, ok, est-ce que le produit va marcher ou pas, parce que finalement ils vont pas passer beaucoup de temps sur le produit. Par contre, ils prennent tout le risque de l'image du produit. Et donc, si le produit, eh bien, il est bocal d'un point de vue éthique ou que le produit entraîne un bad buzz monumental, euh, et ça arrive très souvent, eh bien, c'est l'image du créateur qui est morte. Et c'est l'image du créateur c'est tout le travail finalement, l'énorme travail qui a été effectué depuis des années, parce que pour le coup, créer une audience, ça prend du temps, et par contre, perdre son audience, ça se fait en 2 heures, qui sait avoir. Et donc, je pense qu'il y a aussi beaucoup de créateurs qui bah, sont un peu réticents à l'idée de s'associer avec n'importe qui. Ah mais clairement, moi tu vois, sur mes comptes, l'an dernier, comme je le dis souvent, je recevais au moins 3 fois par semaine enfin 2022 pardon, je recevais 3 fois par semaine des collabs, des demandes de collabs NFT. J'en ai jamais accepté une seule parce que je me suis dit, si je tombe sur un scam, c'est dead, tu vois, je le fais pas. Enfin, tu vois, ignoble, tu tombes sur un scam, t'as scamé tout le monde alors que c'est pas ce que tu veux faire du tout. Enfin, et quand bien même t'as été payé, je sais pas, tu vois, 1000 ou 2000 balles. Enfin, alors après, moi, j'ai pas une énorme communauté, mais t'as été payé 1000 ou 2000 balles, t'as aucun upside à avoir fait ça. Niquer une communauté en création, tu vois, pour 2000 balles, bah non, ça a pas de sens. Et donc, je suis d'accord avec toi, je suis entièrement d'accord avec toi. Tu prends tout le risque d'image. Et tu risques de prendre le risque aussi de retour bâton, tu vois. C'est-à-dire que, comme c'est souvent des business un tout petit peu shady, c'est plus compliqué. Mais tu vois, dans un modèle plus VC, où tu ferais passer des vrais entretiens au mec en mode c'est quoi ton projet, on te fait rentrer, on fait une partie de due deal, est-ce que même process qu'un VC, mais à la fin c'est du marketing et de l'audience, là ouais. Parce que là tu évites que les mecs soient des scammers, ou en tout cas tu descends drastiquement le pourcentage de te faire avoir. Comme un VC pourrait investir dans un scam et se faire niquer, mais ça arrive très rarement parce qu'il y a des due diligence. En fait, c'est vraiment dingue, hein, parce que, en fait, ça me paraît tellement logique, mec. Enfin, je veux dire, ce modèle me paraît tellement logique de se dire, ok, enfin, quelqu'un qui veut entreprendre et qui sait pas comment entreprendre, il y a un truc, on a 100% de chance de réussite. Bon, c'est très algorithmique, donc on est vachement dépendant des plateformes, blabla. Mais en attendant, à partir du moment où on crée du bon contenu et à partir du moment où on continue sur le long terme, n'importe qui crée du contenu et qui ne s'arrête pas tous les jours, qui a recréé pendant 3 à 5 ans, il va avoir forcément des résultats. Il va forcément se créer une audience, c'est sûr et certain. Sur les Euh, et donc, finalement, c'est le modèle parfait. Enfin, c'est le modèle où tu as, allez, 80% de chances de réussite, on va dire, où tu prends aucun risque d'un point de vue produit. Tu peux te rémunérer assez rapidement avec soit de la bonne de formation, soit des partenariats, que sais-je. Et puis derrière, tu es le péage, tu es le VC 2.0, où grosso modo, tu prends des parts. Enfin, je trouve ça génial. Je sais pas si les personnes qui vont nous écouter vont réaliser ça, mais je veux dire, il y a quand même des opportunités de business qui gagnent des dizaines de millions d'euros à partir d'un business model qui finalement, la barrière à l'entrée, c'est quoi? C'est arriver à créer du contenu qui marche bien et à le tenir pendant des années. Ce qui est le plus dur finalement, c'est la constance. Ouais, la constance, c'est toujours le truc le plus dur. Après, tu peux aussi automatiser. Maintenant, vu que tu fais pas du contenu super personnalisé avec ce modèle-là, tu peux l'automatiser avec de l'IA et ainsi de suite, ou avec des équipes, tu vois. Tu peux arriver sur un truc assez sympa, hein. Tu vois, on reprenait le modèle 4L de notre ami Tugan de la semaine dernière. Bah là, t'es low-tech, parce que si toi, t'assumes rien niveau tech, tu utilises que des tools externes ou des réseaux sociaux, t'es low en merde, tu vois, t'es low people parce que à la limite tu peux tout passer par du freelance, tout automatiser. Et le dernier, je me souviens plus, mais t'es low time. Low Donc complexity. t'y vas? Low complexity. Ouais, bah low complexity, t'y es 100% quoi. Enfin, pour peu que tu sois un minimum créatif, et puis tu vois, tu copies. Enfin, je veux dire, à un moment, TikTok, moi j'étais, entre guillemets, j'étais là quand TikTok a la première vague vraiment d'explosion de TikTok, tu vois, dont j'ai bénéficié et dont tous les potes que tu connais et qui viennent sur le prochain podcast d'ailleurs ont bénéficié big time. La mec, c'était que de la copie. Ce n'était que de la copie. Le jeu, c'était on se levait à 8 heures le matin, on allait checker des vidéos d'Américains,
On copiait la vidéo, on les tournait à midi, on les publiait à 17h. Fin de la blague. C'est dingue. Fin de la blague. Personne n'était créatif dans cette histoire. J'exagère, il y a des mecs, évidemment. Il y avait des gens créatifs, évidemment. Il y avait des gens qui faisaient du meilleur contenu, évidemment. Je remets personne en cause. Mais une grande partie de la stratégie, c'était ça. Hyper, enfin, bête et méchant. Mais, bête et méchant, mais ceux qui ont réussi, enfin, je considère que, mine de rien, on a un peu réussi, c'était d'être excessivement efficace et de ne jamais rater un jour. Et ça, c'était pas donné à tout le monde. Il y a plein de gens qui se sont fait oh, c'est trop facile, on s'en fout, je publierai dans 2 jours, de toute façon, ça marche en claquant des doigts. Et une fois que la fenêtre elle est passée, chaud. Et donc, ce genre de business, évidemment que ça va marcher à partir du moment où tu es appliqué, consciencieux et efficace. Quoi. Il va y avoir beaucoup de copies. Beaucoup de copies. C'est pas grave, c'est le jeu. Bah, en fait, à l'ère de, moi, je trouve que l'IA, justement, l'IA apporte une force aujourd'hui qui n'est pas celle que l'on croit. C'est-à-dire que l'IA permet à n'importe qui de faire facilement, par exemple, du montage vidéo. Ouais. Ok. Ou alors permet d'avoir un script Twitter, un script TikTok. Ouais. Donc n'importe qui finalement peut avoir les armes. Et donc la grande majorité vont utiliser ces armes, du moins, ne serait-ce que pour le montage vidéo. Et donc du coup, la force qu'apporte l'IA, c'est justement de ne pas utiliser l'IA. Et donc en n'utilisant pas l'IA, on va immédiatement se différencier puisque ça demande une certaine créativité et puis ça demande de faire des. Il y aura ce wow effect parce qu'on va être forcément immédiatement différent de tous les clones. Il suffit de voir aujourd'hui tous les posts TikTok, eh bien, sont montés de la même manière parce qu'ils sont utilisés par les outils d'IA qui permettent de monter les trucs rapidement, de faire les. On a toujours les mêmes sous-titres. C'est tous tous les sous-titres pardon, sont les mêmes. Et donc finalement, ne pas utiliser l'IA permet d'être créatif et permet immédiatement et finalement sans vraiment trop de difficultés et bien de se différencier de la masse et immédiatement permet à ces personnes-là d'être beaucoup plus visibles facilement et derrière de pouvoir faire de la distribution. Ouais, mais là, je suis entièrement d'accord avec toi, mais là, tu es dans le cadre de la haute couture. Là, tu es dans le cadre d'un contenu très différent. Mais d'un autre côté, les deux jeux reviennent à la même chose. Il y en a un où tu vas faire 100 millions en 100 vidéos, et il y en a un autre où tu vas essayer de faire 100 millions en 10 vidéos. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ceux qui font de l'IA, ils peuvent découper à mort le truc, même s'ils ont des vidéos qui font 1000, 2000 vues, ils s'en foutent parce qu'ils inondent en volume. Et de l'autre côté, je te prends un mec comme Squeezie, bah lui, il va te faire de son GP Explorer qui va faire 15 millions de vues en une vidéo. Mais par contre, il a balancé un max de créativité, un max de budget aussi, un max de savoir-faire, un max d'équipe, un max de... Enfin, tout ça est un travail énorme. Beaucoup de gens, tu vois, se rendent pas compte, derrière la création d'une vidéo, le taf qu'il y a, tu vois. Le vrai travail, c'est pas juste des influenceurs qui décident du jour au lendemain, tu vois, hop, je claque des doigts et j'envoie un truc. C'est des vrais passionnés qui sont bons, en fait. Qui sont juste très, 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 très bons. Et donc, tu as ce jeu masse haute couture, enfin, à mon avis, qui est vraiment qui est aussi vrai pour le contenu qu'elle l'est pour l'industrie de la mode, qu'elle l'est pour l'immobilier, qu'elle l'est pour tout ce que tu veux. Il y a une data qu'a publié l'agence Nel Patel, une très grosse agence aux États-Unis, qui est hyper intéressante. Ils ont comparé, bah, pour le coup, c'est de la publication sur blog. Ils ont Ouais. comparé l'efficacité et la pertinence entre du contenu écrit IA vs du contenu écrit humain. Donc, je te balance les datas, c'est super intéressant. Donc, Ouais. un blog écrit par une IA, ça prend à peu près 16 minutes. Okay. Ok. Là où un article de blog écrit par un humain, qui est bon, bien construit et compagnie, ça peut prendre à peu près 69 minutes. Et donc, un écart hyper intéressant. Enfin, un écart qui est conséquent plutôt. Ensuite, Ok. lorsqu'on regarde les statistiques de vues de trafic générés par les différents types d'articles de blog, donc les articles de blog écrits par l'IA et les articles de blog écrits par l'humain, et quand on regarde la progression en termes de trafic, on voit que euh, lors du mois 5, alors on commence le mois 1, le trafic humain a généré 71 visites, là où le trafic IA a généré 28 visites. Okay. Et ce qui est intéressant, Ok. c'est que le mois 5, enfin, l'évolution est beaucoup plus exponentielle pour le trafic humain que pour le trafic IA. Et on se rend compte qu'au mois 5, le trafic de l'article qui a été écrit par un humain a généré 283 visites, là où le trafic généré par une IA a généré 52 visites. Donc là, ce qu'on peut se dire immédiatement, c'est de dire, OK, bon, bah finalement, c'est worth it de prendre plus de temps et d'écrire à la main l'article. Sauf qu'ils sont allés encore plus loin dans le rapport et ils ont voulu regarder le trafic amené par
le temps passé à la rédaction pour voir à quel point véritablement, eh bien, c'était plus pertinent de passer par l'humain. Et Ouais. là, j'essaie de mettre les graphiques les graphiques, euh, les graphiques à l'écran. Et là, on se rend compte que donc la question c'est how much traffic AI and humans generates per minute spent. Donc en gros, combien de trafic généré par les articles AI humains en fonction du temps passé. Et donc là, on se rend compte que le trafic humain par minute passée a généré 4,10 visites, là où le trafic IA par minute passée a généré 3,25. Donc certes, le trafic humain reste plus pertinent, mais la question c'est est-ce que eh bien, le temps passé à générer euh, et versus le trafic supplémentaire que ça a amené, est-ce que c'est Ouais. réellement worth it ou pas? Bah peut-être pas en fait, peut-être pas, tu vois. Ouais, non, mais Je sais pas si c'était très clair, mais j'ai trouvé c'est méga la clair. comparaison intéressante. C'est méga clair. Après, il faudrait voir aussi la qualité de la conso derrière. Tu sais, Ouais. un taux de conversion en mode coup par clic, tu vois, un bail du genre. Et par contre, il y a un truc aussi hyper intéressant, par euro dépensé. Parce que les 17 minutes, elles coûtent 0 euros, global, grosso merdo. Enfin, tu vois, tu utilises ChatGPT, même si t'es la version payante, tu fais un ratio euh, proche zéro. Quand tu payes un mec, un bon copywriter, tu vas le payer, j'en sais rien, tu as 4000 par mois. Partons du principe qu'il est en freelance, qu'il bosse pas toujours pour toi, machin, mais partons d'un 4000 par mois, tu vois. Ton coût est pas du tout le même non plus. Et il faudrait essayer de. C'est hyper intéressant, mec. Faudrait, la prochaine fois, avant le pod, on se fait des calculs et on essaye de se découper, tu vois, toutes ces datas dans tous les sens, enfin, tous les angles par lesquels on peut le regarder. Je pense qu'il y a des trucs hyper intéressants. C'est-à-dire que en allant chercher dans. Parce que quelque part, fondamentalement, une entreprise, c'est quoi? C'est de dire euh, j'investis X, je touche Y, et quel est mon leverage? J'écoutais un truc, rien à voir, mais j'écoutais un truc il y a quelques semaines qui disait une bonne entreprise, c'est une entreprise qui, l'énergie qu'elle rentre, la sort avec un leverage beaucoup plus important. Et on disait, une boîte qui fait du béton, elle rentre genre 1 euro d'énergie, ça ressort en 1,50 € de béton. Donc voilà. Google, ça rentre 1 euro d'électricité dans ses serveurs, c'est 70 euros de facturation pub. Tu vois. Un truc dans ce goût-là. Tu vois, le leverage, c'était x 70. Et ben, c'est ça une entreprise. Et donc, quelque part, tu investis 1 euro en market, combien il ressort via l'IA, combien il ressort via un copywriter payé main. Ouais, je pense que ça va être hyper intéressant.